Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la première webconférence intitulée Les élus par aux élus, organisée par Pays et Quartier de Nouvelle-Aquitaine sur le thème des démarches alimentaires du territoire. Je m'appelle Alexia Michaud, je suis chargée de mission démarches alimentaires de territoire et je suis accompagnée aujourd'hui de Maïwen Oden, qui est ma collègue sur les démarches alimentaires de territoire et qui pourra répondre à toutes vos interrogations dans le chat. Avant de commencer, quelques mots sur Pays et Quartier de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes le centre de ressources sur le développement territorial. Notre mission est de faciliter l'appropriation des politiques publiques par les territoires, mais aussi d'accompagner les territoires à mettre en œuvre leurs projets sur certaines thématiques. Et nous le faisons à travers la mise en réseau d'acteurs, le partage d'expériences, la production d'analyses, etc., que nous partageons avec vous sur notre page internet de démarches alimentaires de territoire. Et vous pourrez retrouver tous les liens sur notre site internet et Maïwen vous les met dans le chat. Donc, passons tout de suite au sujet du jour. L'intérêt de ce nouveau module des conférences Les élus parlent aux élus, proposé par PQNA, est de vraiment vous proposer un temps d'échange entre pairs élus. En effet, l'État et les différentes directions de la région de Nouvelle-Aquitaine qui sont au pilotage de la mission démarche alimentaire de territoire ont bien compris le rôle des élus et des collectivités dans la conduite des démarches de relocalisation et de transition agricole et alimentaire. D'ailleurs, ce rôle primordial a été souligné dans la feuille de route agriculture et alimentation qui a été signée par l'État et la région en 2019, puis dans le pacte alimentaire pour une alimentation durable et locale qui a été signé par les mêmes partenaires, par les têtes de réseau de l'agriculture et de l'alimentation et par de nouveaux partenaires l'année dernière. Et dans le cadre de ce pacte alimentaire, PQNA est mandaté pour animer le réseau des démarches alimentaires de territoire, dont les élus, dont vous faites évidemment partie. L'objectif du lancement de ce nouveau réseau dédié aux élus aujourd'hui est qu'à l'image de l'ingénierie territoriale à laquelle nous consacrons déjà pas mal de temps, à laquelle nous offrons aujourd'hui pas mal de ressources pour développer leurs projets, les élus puissent eux aussi être accompagnés et armés, parce que travailler sur les sujets de l'agriculture et de l'alimentation qui sont éminemment transversaux, alors même que nous évoluons dans un monde qui fonctionne aujourd'hui encore beaucoup en silo et par secteur d'activité, est assez difficile. C'est pourquoi ce cycle est ouvert à tous les élus, qu'ils soient avancés, qu'ils se penchent sur ces questions aujourd'hui, ou qu'ils soient tout simplement curieux de se familiariser avec ce qu'implique se lancer dans une démarche alimentaire de territoire. Sur ce sujet, et spécifiquement pour les élus, sachez que PQNA a déjà publié un guide sur la mobilisation des élus, qui est très pédagogique et qui pourra vous aider à convaincre vos pairs élus. Maïwen vous met le lien vers ce guide dans le chat. Donc, le rendez-vous d'aujourd'hui poursuit cette volonté d'accompagnement des élus. Dans un premier temps, vous allez pouvoir entendre la parole et le témoignage de deux de vos pairs qui se sont lancés dans une démarche alimentaire de territoire. On a à peu près 40 minutes jusqu'à peu près 10h45. Puis, vous aurez le temps de leur poser des questions pendant une vingtaine de minutes. Et enfin, important pour nous et pour vous, nous prendrons le temps d'interroger vos attentes vis-à-vis de ce nouveau réseau pour savoir ce dont vous auriez besoin spécifiquement. Et pendant ce premier temps de conférence, si vous avez des questions concernant les interventions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et Maïwen pourra vous répondre. Donc, on va commencer tout de suite par remercier et présenter nos deux intervenants. Fabienne Crinière, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente à l'agriculture locale, référente du projet alimentaire de territoire au pôle d'équilibre territorial et rural du Grand Libournais. Et c'est surtout à ce titre que vous intervenez aujourd'hui. Mais vous êtes aussi maire de Baillat, où nous sommes aujourd'hui, conseillère à la communauté d'agglomération du Libournais et éleveuse de bovins. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté de partager votre expérience avec les autres élus. Avec plaisir. Emmanuel Légué, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du pays de l'île en Périgord, référent du PAT, et vous êtes aussi maire de Foulex. Merci également de partager cette expérience aujourd'hui. Merci à vous. Donc, on va commencer par une première série de questions sur un petit peu les enjeux du territoire. Première question à tous les deux, donc celui qui
celui où celle qui ça commencer prend la parole en premier. Je voudrais vous poser pour que ceux qui nous écoutent cernent un peu mieux le sujet, pouvez-vous nous dresser un portrait très bref de votre territoire et des enjeux qui sont liés à l'agriculture et à l'alimentation? Comme vous voulez. Est-ce que Madame Clière, vous commencez? Allez, Je me lance. allons-y. Alors, le PETR rayonne sur 5 EPCI, donc le France-AD, la Cali, le Saint-Émilionnais, le Castillonnais et le Pays Foyat. Alors, avec sur le plan agricole, Saint-Émilionnais, on connaît avec beaucoup de viticulture. Et après, sur des territoires, le Castillonnais aussi, la Cali, c'est un peu mixte. Le France AD, et avec ce besoin aussi qu'on voit au jour d'aujourd'hui avec la déperdition de la viticulture, d'un besoin de diversification. Voilà. Donc, c'est un territoire avec à 5 vitesses. Donc, c'est vrai que c'est ce qui fait la complexité de ma mission, parce qu'il y a un territoire qui est extrêmement moteur, qui est la Cali, qui mène des actions directes via l'installation et voilà. Il y a des territoires qui ont envie de faire, mais qui ne savent pas comment faire. Il y a des territoires un peu moins sensibles. Donc voilà, ça va être arriver à accrocher tous les wagons pour que tout le monde se retrouve dans cette, dans la mission qui m'est attribuée, qu'on puisse apporter véritablement une réponse et des services et le besoin, répondre aux besoins des territoires. Oui, les enjeux liés à l'agriculture et à l'alimentation, vous avez parlé de diversification. Oui. Il y avait aussi un enjeu de foncier, de santé qui était très important. Et voilà. Dans la diversification, alors il y a la diversification via les agriculteurs, des exploitations qui vont peut-être changer, être obligés de se reconvertir. Mais il y a aussi ce besoin sur le plan médical, où lors des ateliers, j'ai rencontré des médecins qui étaient en quête de correspondants, je sais pas trop comment formuler, mais de ce besoin de pouvoir envoyer des familles qui avaient des soucis de santé liés à de la dénutrition et aussi des familles, des personnes qui sont malades parce qu'elles ne savent plus faire à manger, elles ne savent plus se nourrir. Voilà. Donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect foncier. Donc c'est vrai qu'on a aussi la volonté sur notre mission de sensibiliser les élus quand même à la question du foncier, que les maires soient attentifs quand même aux exploitations agricoles et peut-être trouver la charnière pour trouver le moyen de communication pour diffuser éventuellement la disponibilité des terres plus largement. Parce qu'on voit bien qu'il y a... Non, on pourra en reparler tout à l'heure. C'est très intéressant. Il y a ce souci-là. Après, il y a tout ce qui est en lien aussi avec la restauration collective. Parce que là, c'est pareil, au niveau ne serait-ce que par rapport à la loi Egalim. Bon, mais bien sûr, il faut mettre plus d'aliments issus de circuits courts dans les assiettes, mais c'est compliqué. Alors, c'est compliqué au niveau des petites collectivités, parce que c'est des petits volumes et c'est compliqué. C'est les cantines, notamment au niveau des cantines, mais pas que. C'est compliqué de pouvoir s'approvisionner parce que c'est des petits volumes. Et les gros volumes, ils sont soumis aux appels d'offres avec des contraintes qui font que c'est compliqué aussi. Donc, il y a ce besoin aussi de trouver une solution pour que les circuits courts se rapprochent des collectivités. Absolument. Et ça, c'est effectivement des enjeux, je pense, qui sont partagés par nombre des élus qui nous écoutent aujourd'hui. Monsieur Leguet, par rapport à votre territoire, le pays en Périgord, est-ce que vous pouvez nous dresser un bref portrait? Je sais que c'est pas forcément évident, et nous dire quels sont les enjeux liés à l'agriculture et à l'alimentation. Oui, donc le pays de l'île en Périgord recouvre 4 PCI qui vont d'est en ouest du Périgueux à Montpont, si vous voulez. Il y a 4 EPCI, dont une plus importante que les autres, c'est l'agglomération du Grand Périgueux. Puis ensuite, une communauté de communes autour de Saint-Astier, je vais pas citer les noms, peut-être ça ne dira pas grand-chose aux collègues, autour de Mucilan et puis autour de Montpont. Il a la caractéristique, ce territoire, d'avoir comme épine dorsale, en quelque sorte, des voies de communication que sont la rivière, l'île, l'autoroute et la voie de chemin de fer. Et donc, un territoire de vallée autour de l'île et un territoire de coupé quand on s'éloigne vers le sud ou vers le nord. Et ça recouvre environ 150 000 habitants.
importance du territoire. Sur le plan agricole, c'est assez différent du paysage d'ici, de ce que décrivait la collègue, puisque c'est pas la spécialisation, c'est plutôt de la diversification. Voilà, l'agriculture sur ce territoire-là est à l'image à peu près de l'agriculture périgourdine, c'est-à-dire une agriculture extrêmement diversifiée, avec de la grande culture, avec de l'élevage, avec des cultures spécialisées. Il y a de la vigne aussi, pas sur notre territoire du pays de l'île, mais en Dordogne. Et donc, il y a une grande diversification. Et lorsque nous avions fait le diagnostic du projet alimentaire territorial, il était quand même clairement apparu que on manquait malgré ça de produits maraîchers. Et bien que ce territoire fut dans le temps un territoire de maraîchers, puisque même jusqu'aux portes de Périgueux, autour de l'île, il y avait des maraîchers, eh bien, maintenant qu'il y a un véritable enjeu d'alimentation, notamment des cantines, mais pas seulement, c'est vrai qu'en termes de produits maraîchers, on est plutôt en déficit. Et ensuite, alors là, c'est beaucoup plus classique et on retrouve ça dans je pense, un peu partout en France, c'est le vieillissement de la population agricole et la question fondamentale du renouvellement de cette population agricole. J'ai plus de chiffres en tête, mais je crois que c'est 50% des agriculteurs qui sont à moins de 10 ans de la retraite, chose comme ça. Voilà, et ça, alors, on en parlera peut-être, il y a des porteurs de projets potentiels en Dordogne, mais qui correspondent pas forcément aux exploitations qui se libèrent. Donc, peut-être sur la transmission d'exploitation. Oui, voilà. Je pense que c'est un peu, commun à territoire. Oui, la Dordogne, peut-être davantage que la Gironde, je crois, est un territoire cependant avec une population active agricole assez importante, en tout cas bien au-dessus de la moyenne nationale. Et du coup, par rapport à ces deux enjeux, est-ce que vous pouvez me citer une, deux actions phares sur lesquelles vous travaillez vraiment cette année, par exemple? Alors nous, l'action phare, alors nous, le diagnostic a été terminé, les ateliers. Donc là, les actions phares, nous, on a justement la mise en réseau des maraîchers, parce qu'on voit qu'il y a ce besoin. On a des maraîchers, des petits maraîchers, et on voit qu'ils ont besoin d'une aide pour être en réseau, pour pouvoir diffuser. Donc là, on est en train d'y travailler avec Valérie. Et on a un problème, alors qui est pas arrivé à l'issue des ateliers, mais la problématique des vétérinaires sanitaires, parce qu'on est quand même sur une frange de terre d'élevage. Et au jour d'aujourd'hui, on a un déficit vétérinaire pour intervenir sur les élevages nourriciers. Alors bovins, oui, mais pas que, parce que voilà. Et donc on est en train de travailler avec le groupement de défense sanitaire, l'ordre des vétérinaires et la DDPP sur un diagnostic de cette problématique des vétérinaires pour voir comment faire émerger une dynamique à terme pour remettre des vétérinaires dans nos territoires. Pour aussi, dans un second temps, remettre aussi l'élevage dans nos territoires. Très bien, voilà, merci. Alors ça, c'est des actions phares, mais il y en a d'autres, je pense. Mais bon, là, pour le moment, on aura le temps d'en parler plus longuement ensuite. Et donc, l'action phare sur le pays du Périgord. Oui, alors je sais pas s'il y a une action phare, parce qu'on a identifié plusieurs enjeux dans notre projet. Mais en tout cas, une action qui nous occupe déjà depuis plus d'un an et qui va encore nous occuper, c'est la formation des agents de cantine de nos collectivités, où là, on a tissé un partenariat avec une association qui s'appelle Les Pieds dans le Plat, et où on propose aux agents de cantine une formation sur justement la cuisine des produits locaux, la cuisine des produits bio. On fait ça de manière très localisée, avec un regroupement de 7 à 8 écoles, cantines. Et donc, ça permet aussi aux agents d'abord de se connaître, parce qu'ils se connaissent pas toujours, de communiquer entre eux sur le plan professionnel, et puis de renforcer leur capacité après à cuisiner ces produits locaux, à diversifier les menus, et ça renforce leurs compétences et ça les met aussi en valeur. Et je peux témoigner, puisque ça a été le cas pour la cantinière de ma commune, ça a été un véritable changement de pratique et une mise en valeur aussi de ces compétences qui a vraiment changé la nature de ce qui était proposé aux enfants. J'ai oublié une action. Aujourd'hui, on a le défi foyer alimentation positive qui est en cours. Donc ça, c'est porté par une chargée de mission, Lise Rabatel, qui
qui est nutritionniste. Donc le défi, c'est il a fallu on nous identifie 10 familles par EPCI, dont le lancement a été fait au mois de juillet. Donc c'est 10 familles par EPCI, on les a réunies. La finalité de l'histoire, c'est leur prouver qu'ils peuvent s'alimenter avec de l'alimentation de préférence bio, mais pas que, et d'arriver à baisser leur panier, leur ticket de caisse, quoi. Donc avec un diagnostic au départ de leurs dépenses liées à l'alimentation, avec un diagnostic à la fin, et avec des conseils, et avec un défi entre chaque territoire. Ok, voilà, super. Donc ça, c'est en cours, ça fonctionne plutôt bien. Ça permet aussi, avec des échanges, avec des visites d'exploitation, enfin voilà, on y reviendra. Oui, absolument. Je vais garder la parole avec vous. J'aimerais vous poser la question, comment a émergé l'idée de mener des actions à l'échelle du PETR sur l'alimentation et l'agriculture? Qu'est-ce qui se faisait éventuellement avant sur ces sujets, éventuellement à l'échelle des EPCI ou pas? Pourquoi choisir de faire un projet alimentaire de territoire qui, donc, je le rappelle, est un projet qui peut être labellisé par l'État? Alors, pourquoi? Bien déjà, à travers les SCOT, ça s'impose quand même d'identifier les zones agricoles, d'avoir quand même cette visibilité sur les exploitations. Après, on voit bien qu'il y avait quand même besoin d'une sensibilisation des élus sur les zones agricoles. Il y a les volontés politiques aussi. Il faut absolument qu'on arrive à regagner en autonomie alimentaire sur le plan national, et ça s'impose à travers les élus. Donc, il faut que tout le monde soit sensible à la cause, ne serait-ce que déjà quand on élabore nos documents d'urbanisme, des fois ne pas condamner des zones agricoles à travers des constructions qui, des fois, condamnent complètement certaines zones agricoles. Donc voilà, ça s'est imposé comme ça. Je sais pas, peut-être que j'ai oublié. Non, mais pour poursuivre, comment est-ce que c'est vous qui êtes arrivé à la vice-présidence pour porter justement ce projet alimentaire de territoire en 2020? Vous m'avez confié au téléphone pas trop savoir comment faire au départ. Oui, parce que c'était l'échelle. La question, c'était comment arriver à articuler tous ces territoires. Bon, ben après, voilà, à travers les réunions, à travers les ateliers, à travers toutes les rencontres, petit à petit, eh bien, un fil conducteur apparaît naturellement, quoi. Donc, mais c'est vrai que vous êtes arrivé, vous avez je suis arrivée en tant que vice-présidente, j'ai mesuré l'ampleur de la tâche, j'ai vite identifié les problèmes, et c'est après comment on réfléchit ensemble, comment trouver des solutions aux problèmes. Alors après, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a compliqué la tâche aussi, c'est que les ateliers se sont retrouvés groupés en un temps assez record, puisqu'on a eu les épidémies de Covid, avec le confinement qui nous a empêchés de faire les ateliers dans un temps plus large, et pour avoir un atelier pour commencer le diagnostic. Enfin, on avait le diagnostic, mais après pour refaire ensuite atelier. Ouais, les ateliers pour entendre toutes les personnes sensibles à la cause agricole, les agriculteurs, tout ce qui gravite autour de l'agriculteur, mais aussi des associations, le monde médical. On s'est retrouvés dans une période après la fin des confinements sur mai-juin, où ça a été compliqué d'avoir des agriculteurs, parce que mai-juin, on peut pas inviter des agriculteurs. Enfin, on les invite, mais ils peuvent pas venir parce qu'ils sont contraints par l'activité professionnelle. N'empêche qu'après, naturellement, on a quand même, moi étant du milieu aussi, on a quand même des actions qui sont arrivées naturellement à nous, quoi. La problématique du foncier, parce que bon, les SAFER, les champs agriculteurs font ce travail, mais pas que. On voit qu'il y a ce besoin de mettre en réseau la disponibilité du foncier, avec aussi peut-être globalement les porteurs de projets qui au jour d'aujourd'hui ne sont pas des successions, qui vont arriver d'extérieur, et on voit qu'il y a ce voilà. Ouais. C'est un constat sur tous les territoires. Et si je récapitule, donc diagnostic, atelier. Oui, synthèse des ateliers. Ouais. Et aujourd'hui, vous en êtes du coup par rapport au PAT, vous avez candidaté pour le label, c'est ça? Là, on est en cours d'élaboration. Vous êtes en train de candidater. Oui. Pour le label de niveau 1, du coup, parce qu'il y a un label 1 et un label niveau 2. Très bien. Monsieur Levier, on a vu la démarche du PAT a été lancée alors que vous deveniez président du pays. Vous étiez déjà élu depuis longtemps et maire depuis 2014.
Je me demandais qu'est-ce qui a motivé les membres du comité syndical du pays à se lancer dans la démarche du PAT au départ. Pourquoi cette échelle et non celle des EPCI? Et ensuite, vous, quand vous êtes arrivé, comment est-ce que vous avez relancé la démarche? Parce que vous m'avez dit que à cause du Covid, elle était un petit peu ralentie, comme beaucoup de projets. Oui, oui. Alors, bon, pourquoi l'échelle du pays? Alors, d'abord, on est territoire de SCOT. Donc ça, je pense que c'est important puisque les élus ont décidé de construire ce SCOT à cette échelle-là. Et dans la démarche du SCOT, il y a un PADD, un projet d'aménagement et de développement durable. Et c'est l'instance, en fait, c'est le moment, le PADD, où on peut, en prévu, un peu dessiner le territoire qu'on souhaiterait à l'avenir. Et bien entendu, dans ce projet d'aménagement et de développement durable, la question agricole et la question alimentaire ont surgi. Donc, bon, voilà, déjà, étant territoire de SCOT, ça paraissait logique aussi à certains élus de joindre le PAT et de le faire coller avec ce territoire. Après, c'est aussi un territoire où il y a une certaine unité agricole, en quelque sorte. Hein. On trouve qu'on soit sur l'agglomération du Grand Périgueux ou qu'on soit à Mucidan, bon, il y a pas tellement de différence sur l'agriculture. Elle est toujours aussi diversifiée. Il y a de l'élevage, il y a des céréales, il y a des bonnes terres dans la vallée, des bonnes terres sur les coteaux. Donc, on retrouve des problématiques agricoles qui sont communes. Et puis, je crois que les EPCI, elles ont une habitude très récente quand même de traiter de la question alimentaire et de la question agricole. C'est assez nouveau. Et donc, le fait de mettre tout ça en commun au sein du pays, ça paraissait aussi un peu spontanément, les élus ont dit, comme on avait déjà l'habitude de traiter d'autres problématiques, notamment l'amélioration de l'habitat, à cette échelle-là, voilà, cette échelle-là, a été jugée pertinente, en tout cas, par les élus à l'époque. Voilà. Il n'y avait pas dans les EPCI, je ne crois pas qu'il y avait d'instances ou d'organigrammes dans lequel pouvaient apparaître justement ces questions-là, parce qu'elles sont relativement nouvelles, parce qu'il y a eu la loi Egalim, parce que certains nombre quand même de problématiques alimentaires toujours aujourd'hui, il y a un lien avec le mouvement climatique, enfin, tout ça est quand même relativement nouveau dans le paysage de la politique locale. Et quand vous arrivez du coup donc moi je suis président que depuis 2020, donc au renouvellement de mars 2020, c'est un peu plus tard. Et c'est vrai que il y avait une chargée de mission dédiée à l'alimentaire territorial, qui a traversé une période un peu difficile parce que au moment du Covid, la gouvernance du pays, comme d'autres instances, est un peu ralentie. Donc elle a navigué un petit peu à vue pendant toute cette période-là. Et il se trouve après, sur le plan professionnel et personnel, je me suis attaché à ces questions-là. Et quand je suis arrivé, j'ai essayé de lui donner une boussole, en quelque sorte. On venait de terminer le diagnostic, donc ça c'était bien établi. Et il fallait rentrer dans une phase un peu plus active de construction du projet alimentaire territorial. Et donc, je lui ai donné des objectifs en disant, voilà, il faut qu'on ait écrit ce projet alimentaire territorial à partir de telle date. Donc, organisez-vous pour qu'on puisse co-construire ce projet alimentaire territorial sur la base du diagnostic. Et on a mis en place, elle a mis en place de manière très efficace des ateliers transversaux faisant appel à tout un tas de partenaires. Et ça a abouti à l'écriture du PAT, tout en initiant des actions aussi en parallèle. Voilà. C'est ça qu'on est arrivé. Et qu'on a été labellisé par le ministère de l'Agriculture. Ce qui me permet, ce que vous venez de dire, ce qui me permet de glisser une petite incise sur effectivement le rôle des chargés de mission de PAT, qui est quand même assez important parce que, ça dépend de la taille des communes et des structures, mais on n'a pas forcément toujours le budget à dédier pour de l'ingénierie territoriale. Il y a des financements qui peuvent être trouvés, notamment dans le cadre justement des projets alimentaires territoriaux. C'est un petit peu l'intérêt aussi de se faire labelliser. Voilà, parce qu'il y a le rôle de l'élu dont on parle aujourd'hui, mais il y a aussi ce rôle de binôme avec le technicien. Je pense que vous le confirmez tous les deux, sans les techniciennes en l'occurrence, ce serait sans doute un peu compliqué. Ce serait sans charger les missions, c'est impossible. La chargée, si on peut
peut initier quelques actions en s'appuyant notamment sur des communes un peu volontaires avec des soutiens motivés, mais construire quelque chose de cohérent à cette échelle-là, on peut pas faire sans ingénierie, on ne peut pas faire sans agents dédiés, tout à fait. Alors, ça justifie a posteriori l'échelle, voilà, qu'on puisse réunir les financements nécessaires, mutualiser pour, voilà, je pense que c'est, ouais, je vois pas comment on peut faire sans charger de mission sur le sujet. Non, ça peut être que, non, c'est une charge quand même qui est extrêmement prenante pour vous. La coordination, de rédiger le BAT, enfin, de rédiger le plan, vers la synthèse de tous les ateliers, ça, c'est vraiment intense. Et ça a été intense. Oui. Moi, je vois, déjà, c'était Laurie Joubert, qui était chargée de mission, eh bien, ça lui a pris beaucoup de temps, et en plus du temps qu'elle passait à résumer tous les ateliers, et après, c'était au moins 2 à 3 heures de travail ensemble pour retravailler ce qu'elle avait déjà commencé. Ça a été intense, hein. Ça a été très intense. Oui, puis réunir les ateliers, ça veut dire avoir un contact un peu filé, un contact au fil de l'eau avec l'ensemble des partenaires. Ça veut dire aussi faire beaucoup de biblio, s'enrichir d'exemples qu'il y a ailleurs. Enfin, voilà, non, c'est enfin, une aussi fonctionne. C'est clairement un plein temps, et un plein temps bien. C'est ça. Quel est le rôle de l'élu? Enfin, ça, c'est une question que je vous pose du coup à tous les deux. Dans l'animation de la dynamique, comment est-ce que vous arrivez? Parce que, certes, effectivement, la charge de mission, une charge de mission qui va un petit peu coordonner le projet, envoyer les invitations, réunir les gens, etc. Mais vous, votre rôle à vous, comment est-ce que vous arrivez à mobiliser à la fois en interne donc vos pairs élus, les services, mais aussi en externe tous les partenaires? J'ai l'impression que la transversalité à l'échelle du PAT, à moyen et long terme, c'est quand même un petit peu prendre son bâton de pèlerin. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, ouais, forcément, puisque la thématique est nouvelle et que je pense que beaucoup d'élus locaux n'avaient pas forcément l'habitude de la traiter. Et souvent, moi, j'ai entendu, parce que c'est vrai que je suis maire depuis 2014, mais avant j'étais conseiller municipal, et j'ai souvent entendu, à l'époque, à l'échelle de la communauté de communes qu'on avait créée, quand il s'agissait de mettre sur la table des sujets agricoles, oui, mais ça ne me regarde pas, ça c'est la Chambre d'agriculture qui traite ça, c'est pas nous. Et déjà, donc, il y a cette petite révolution à faire, de convaincre les collègues que si nous, en tant que collectivité territoriale, soit commune, soit PCI, on a à voir avec ces questions-là, et de manière importante, notamment avec les nouveaux enjeux qu'on évoquait tout à l'heure, sur la transmission de patrimoine, sur l'accueil des nouveaux agriculteurs, sur la question alimentaire, sur les cantines. C'est vrai que peut-être c'était développer des habitudes par facilité, de confier la cantine à un prestataire, ou de pas trop faire attention à ce que fait la cantinière ou le cantinier. Bon, voilà, donc tout ça, c'est un travail qui est un peu long, et donc effectivement, je sais pas si c'est un bâton de pèlerin, mais, en tout cas, il faut essayer de convaincre que ça a à voir avec la vie de nos collectivités. Un maire, un président de PCI, un vice-président, il a aussi à traiter ces questions-là et à dialoguer avec les OPA, les organisations professionnelles agricoles, de manière à travailler ensemble. Voilà. Après, il faut les impliquer, les élus. Et c'est vrai que on n'a pas attendu d'avoir fait le PAT, par exemple, pour lancer notre programme de formation des cuisiniers et des cuisinières. Et ça a permis de commencer à tisser un lien, parce que quand ça se passe dans sa commune, le maire, il vient. En général, on organise à la fin de la journée, il y a un petit repas, on fait déguster les menus aux élus. Et donc ça, voilà, c'était une petite action une action importante, concrète, qui permettait de les impliquer. Et puis, les nouveaux élus de 2020, il y en a pas qui sont sollicités. Enfin, la loi Egalim aussi a fait un peu bouger les choses. Et puis, il y a des porteurs de projets qui viennent voir les élus en disant, voilà, moi, je voudrais installer, voilà. Donc, petit à petit, ça voilà. Change les prises de conscience. Je suis exactement de l'avis de mon collègue. Voilà. Disons qu'on commence à être identifié, et du coup, l'information vient naturellement à nous, ou les besoins viennent aussi naturellement à nous. Vous dites que vous commencez à être identifié, c'est-à-dire même tout ce qui est lu et en tant qu'élu, oui. Donc, c'est vrai que
ça, oui, voilà, les besoins viennent vers nous assez spontanément, ouais. Parce qu'il y a cette prise de conscience. Il y a cette prise de conscience au niveau des besoins, les besoins d'approvisionnement en circuit court, mais il y a aussi ce besoin aussi de préserver les terres agricoles, bien sûr. Donc voilà, voilà, on est petit à petit, on devient un peu un noyau de communication, un peu comme ça qu'on peut l'imaginer. Comment est-ce que vous appréhendez cette transversalité thématique au sein du PT, parce que vous l'avez dit, entre les lignes, l'agriculture et l'alimentation, ça vient concerner le foncier, donc finalement l'aménagement, ça vient concerner les exploitations agricoles, donc le développement économique, ça vient concerner la santé via la nutrition, la protection de l'environnement via les usages sur les exploitations, la gestion de l'eau, l'adaptation au changement climatique, l'atténuation, enfin, finalement, quand on commence à tirer un petit peu les ficelles de tout, de faire cette ramification autour de l'agriculture et l'alimentation, on touche quasiment toutes les compétences aujourd'hui des collectivités et les missions que portent vos structures. Donc, est-ce que les différents services qui sont composés par vos structures cernent bien cette transversalité? Vous disiez au départ qu'il y avait certains élus qui disaient nous, l'agriculture et l'alimentation, ça ne nous concerne pas. Est-ce qu'en fait, en rentrant aussi par ce prisme-là, est-ce qu'ils arrivent à mieux le saisir, ou est-ce que c'est plutôt par des actions, comme vous dites, de formation un peu plus concrètes qui sont convaincus? Bon, je pense que tout concourt à sensibiliser les élus. Il y en a qui le sont quand même déjà, et puis il y a ceux qui le sont un petit peu moins, effectivement, au travers d'autres problématiques, mais qui vont avoir à faire avec l'agriculture et l'alimentation. Nous, par exemple, sur l'agglomération du Grand Périgord, on a un PCAET, un plan climat et énergie territoriale. Toutes ces questions-là, elles sont traitées aussi dans le PCAET, bien entendu. Donc, les élus qui ont co-construit ce PSTAT, elles sont aussi sensibilisées, et on les retrouve d'ailleurs dans les réunions et dans les ateliers que vous avez organisés. Donc, effectivement, oui, quand on touche l'agriculture, l'alimentation, on touche changement climatique, on touche santé, on touche amélioration de la qualité de l'alimentation. Enfin bon, voilà, c'est ça au problème de l'obésité, par exemple. Bon, voilà. Et donc, petit à petit, oui, ça. Et puis en 2020, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un renouvellement quand même des équipes municipales. Et moi, il m'a semblé que, voilà, au travers de ce renouvellement, c'est normal, quoi, quand on est nouvellement élu ou réélu, voilà, on est en début de mandat, on porte un projet, on a de l'enthousiasme quand même. Donc, ça a concouru aussi au fait que de plus en plus d'élus s'intéressent à ces questions-là. Oui. Et Madame Claire, vous m'aviez dit que vous, ça vous aidait aussi de connaître pas mal les élus, les agriculteurs, pour essayer de ramener un peu tout le monde autour de la table. Voilà. C'est-à-dire que l'interpersonnel en tant qu'élu est quand même très important, voire primordial. Oui, le fait d'être connu, d'être identifié, d'être aussi du métier, je pense que ça aide, parce que globalement, un agriculteur, quand il parle, j'ai pas la prétention de tout connaître, loin de là, mais en tous les cas, quand on rencontre des agriculteurs il parle à quelqu'un qui connaît le sujet, quoi, avec les difficultés, parce que l'agriculture, c'est quand même pas simple. Le premier souci, c'est les aléas climatiques. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Les productions, elles sont pas toujours au rendez-vous tous les ans. Enfin, on a bien vu cette année avec l'épisode de grêle. Et au niveau des collectivités, dans les élus, c'est pareil, il y a aussi des agriculteurs. Donc après, oui, je pense qu'on peut ramener ça à la personne aussi. Je pense que pour être identifié, je pense que je pense que le côté humain y est pour quelque chose aussi. Okay. Bon. Est-ce qu'il se passe la même chose avec les acteurs économiques? Souvent, on observe que dans la gouvernance des PAT, ceux qui sont un peu plus compliqués à avoir, c'est les acteurs économiques. J'entends par là les exploitants agricoles. Vous disiez que les agriculteurs, c'est difficile à avoir, mais aussi les autres, les grandes surfaces, les transformateurs, les distributeurs, tout ça, qui sont un peu qui gravitent autour, mais qui sont un petit peu plus compliqués à avoir. Est-ce que vous arrivez à les avoir autour de la table? Alors, moi, au niveau des grandes surfaces, je pense qu'on pourra vraiment ramener ça à l'humain et à la sensibilité de la personne. Il y a des directeurs
d'établissements de grande surface qui sont sensibles et qui ont le souci de, je ne veux pas citer le nom, mais moi j'en ai rencontré, qui ont vraiment le souci d'avoir envie de travailler avec des locaux. Parce que ce sont des gens qui sont aussi du CRUC. Je pense qu'il faut ramener ça aussi à l'identité et qui ont envie de travailler avec des producteurs locaux. Hein. Et il y en a d'autres qui sont moins sensibles. Bon, voilà. Mais c'est aussi ça peut être aussi c'est aussi notre mission, je pense, d'apporter cette sensibilisation. C'est vrai que on peut peut-être pas aller jusqu'au bâton de pèlerin, mais peut-être pas loin quand même. C'est à travers le dialogue, à travers les missions qu'on engage et les plans d'action que petit à petit les choses s'agglomèrent aussi. Et puis après avec la volonté, parce que c'est vrai qu'au niveau je pense au niveau du maraîchage, surtout, produire c'est une chose, après arriver à vendre c'est compliqué. Donc c'est vrai que au niveau des PETR, on a l'intention de créer un peu cette articulation pour faciliter, mais c'est vrai que il faut que tout le monde puisse y trouver un peu son bonheur. Donc il y a des maraîchers qui peuvent très bien développer du circuit court chez eux. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de se regrouper parce qu'ils savent pas faire. Et puis il y en a d'autres, ça va peut-être être la facilité, peut-être de vendre un peu moins cher et d'avoir un acheteur qui va pouvoir tout leur acheter, type grande surface. Et je pense que si on veut redévelopper l'agriculture locale et redynamiser, on peut pas condamner une forme de commercialisation. Du moment que l'agriculteur, au sens large du terme, il trouve son compte. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi le rôle du PETR d'arriver à accrocher tous ces wagons pour offrir un panel de commercialisation, peut-être aussi de structure juridique, parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les grands modèles se sont formés, existent, les grands modèles économiques de commercialisation, mais qui font pas le bonheur des petits agriculteurs, parce que globalement, quand même, c'est au niveau de la petite agriculture que ça coince au niveau de la commercialisation. Et voilà, je pense que sur les débouchés, ouais. Ouais, il y a véritablement un travail sur les débouchés et puis pouvoir proposer une offre de débouchés à tout porteur de projet, parce que c'est vrai que c'est compliqué là. Est-ce que vous voulez parler des acteurs économiques Non, c'est vrai que c'est le plus difficile. C'est clairement, on a réussi sur certains ateliers ou de directeurs de grande surface qui avaient des démarches produits locaux, par exemple. Au travers des champs consulaires aussi, on a réussi à pouvoir avoir leur point de vue dans des ateliers. Après, sur la mise en œuvre concrète du PAT, on n'est pas clairement encore là. Ok. Justement, c'était un peu l'objet de ma question, mais vous verrez si c'est trop tôt, mais les deux structures que vous représentez par Vivendi, donc pays et PETR, sont à l'échelle supra-communautaire. Donc, je me demandais concrètement, comment est-ce que vous vous assurez dans votre gouvernance que les actions sont programmées, faites par chacun des acteurs du PAT, donc les EPCI, les communes, les acteurs privés et les autres partenaires associatifs, civils, etc. Comment est-ce que vous faites ça, vous imaginez faire cela? Je sais pas. Alors nous, on a un comité de gouvernance du PAT qu'on a établi dès le départ, qui a suivi les différentes phases, dans lequel il y a 2 élus par EPCI. Et il y a évidemment la charge de mission et moi qui préside le comité de gouvernance. Donc ce comité de gouvernance se réunit régulièrement pour évaluer justement les étapes où nous en sommes. Et comme là, on est en train de commencer notre plan d'action, le comité de gouvernance valide le plan d'action pour l'année, analyse les actions qui sont en cours, franchement, il y en a de terminées, pas encore là, à l'évaluation finale. Et de cette manière-là, on a un filage un peu du suivi, on va dire un peu entre guillemets institutionnel. Voilà. Après, on a aussi un rôle, on a vraiment un rôle fondamental d'animation. Ouais. Voilà. Nous, on positionne bien le PAT comme ça. C'est pas le pays de Lille qui est maître d'ouvrage de l'ensemble des actions, il est maître d'ouvrage de quelques actions. J'ai parlé de la formation des cuisiniers, c'est le cas. Mais la plupart des actions que nous envisageons sont des actions dont les maîtres d'ouvrage seront autres, soit des communes, soit les EPCI elles-mêmes, soit éventuellement des associations qui sont partenaires. Et nous, on met en synergie les gens, on anime, on donne un cap, voilà. Et donc d'ailleurs, on vient d'acter ça au dernier comité syndical. On va créer une sorte de conférence des porteurs de projets.
de manière à construire une instance de rencontre où les porteurs de projets qui s'inscrivent bien dans les objectifs du PAT puissent communiquer entre eux, échanger sur leurs difficultés. Quand vous dites porteur de projet, c'est le projet agricole? Oui, voilà, telle commune, par exemple, a créé son jardin maraîcher pour sa cantine, ou telle autre commune a un projet de cuisine centrale avec approvisionnement en produits locaux. Voilà, enfin, différents porteurs de projets. Et l'idée, c'est de se connaître, faire un partage d'expérience, essayer de voir si on peut pas mettre en commun des moyens, si on peut pas mutualiser des financements, si on n'a pas d'autres pistes de financement. Enfin, voilà, faire une instance où les partenaires puissent se rencontrer et faire avancer leur projet, comme ça aussi. Ok. Juste petite incise, il me semble que votre PAT est labellisé Oui. niveau 1, c'est ça, donc niveau 1 par étape. Et du côté du PETR, j'y vous répondez. Comment est-ce que vous vous assurez que les actions, peut-être que vous n'avez pas... Mais les actions à venir, elles ont été validées au jour d'aujourd'hui par le bureau du PETR. D'accord. Parce qu'on n'était pas rendu à cette phase. Donc là, ça va être la prochaine étape de composer une commission pour travailler ensemble avec tous les territoires. Et là, on est encore un peu trop jeune. On est aussi jeune, ça, non? Ben non. Et donc, jusqu'à présent, les actions qu'on a décidé de mener, ça a été validé en bureau. Et voilà. Donc, notamment la problématique des vétérinaires, il y a aussi un sujet qu'on s'apprête à travailler, c'est la problématique de l'hébergement des travailleurs saisonniers, parce que c'est un gros souci sur tout le pays, tout le vignoble, où il y a des saisonniers qui arrivent des pays étrangers, qui sont logés dans des conditions plus que dramatiques. Donc, il va falloir, on va attaquer ce sujet de diagnostic, de consultation avec les entreprises d'intérim qui font venir tous ces ouvriers et voir. Le but, c'est aussi de mettre les épiciers, et puis aussi les professionnels autour de la table pour préparer un plan d'action que ces saisonniers soient hébergés dans des conditions dignes de ce nom. Voilà. Effectivement, et c'est vraiment un enjeu. Et à ce point, j'en profite parce que on a un collègue, Christophe, sur les démarches territoriales pour l'emploi, qui a justement fait un retour d'expérience sur la question de l'hébergement des emplois saisonniers sur le site de PQANA, que vous pouvez retrouver, que Maïwen pourra peut-être vous mettre dans le chat si elle le retrouve. Pour terminer, avant de passer aux questions, c'est pas une question facile, mais en un mot, c'était à refaire. C'est-à-dire que si maintenant vous deviez relancer le PAT, est-ce que vous feriez les choses un petit peu autrement ou est-ce que vous ferez exactement les choses de la même manière? Je pense qu'au niveau des ateliers, j'essaierai de mobiliser plus. Mais bon, voilà, on était dans un contexte un peu flou. On était embêtés aussi avec cette histoire de Covid qui a quand même perturbé beaucoup les états d'esprit. Après, il faut le construire de manière concrète. Je pense que j'aurais aimé avoir plus. On a eu du public, mais qui était beaucoup associatif. Et j'aurais aimé avoir plus de professionnels. Mais je pense que c'est la période qui l'a empêché. Enfin, j'en suis complètement convaincue. Ce qui m'empêche pas aujourd'hui d'aller à la rencontre des professionnels, moi, de manière spontanée, pour avoir l'information que j'attends. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais eu... C'est jamais trop tard, en fait. Non, c'est jamais... Voilà. On a établi un diagnostic, un constat, le foncier, tout ce qui est en aspect sur le plan médical. Alors ça, par contre, j'ai découvert, j'avoue quand même que j'ai entendu certaines remontées de certains médecins, de gens qui savaient même plus cuisiner du tout. J'avoue que sur ce coup-là, j'ai été complètement innocente parce que je pensais pas que certaines familles, c'était quand même assez dramatique. Voilà, mais je pense que ce constat, c'est bien de l'avoir en tête. C'est vrai qu'à travers le défi foyer alimentation positive, je pense que ça répond vraiment à l'attente de ce profil de famille. Enfin, eux, ils sont pas forcément dans l'attente parce qu'ils se rendent pas compte, mais en tous les cas, ça les aide à prendre conscience
Et puis voilà, aussi retrouver le goût de bien manger. Il faut redonner aussi à ces familles la notion de se mettre à table et d'un moment de plaisir. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est attendu par beaucoup de médecins qui siègent dans les hôpitaux, qui rencontrent. Voilà. Merci. Quelque chose que vous auriez aimé changer a posteriori quand vous prenez un peu de recul, ou pas forcément? Oui, non, mais peut-être mettre dès le départ davantage de méthodes et écrire davantage une feuille de route. Parce que c'est vrai que c'est venu un peu au fil de l'eau. Voilà. On la voit sur les PAT, puis après des élus qui disent bah tiens, moi j'ai tel projet, bah oui tiens on pourrait confier ça au pays de Lille. Moi ça s'est fait au fil de l'eau, puis après ça s'est construit. Et donc peut-être plus rapidement se fixer une méthode, une feuille de route, des objectifs, de manière aussi, alors d'une part à clarifier le travail de la personne qui s'en occupe, bien entendu, mais aussi clarifier l'idée que les élus pouvaient se faire du PAT. Je pense qu'au départ, il y avait des idées il y en avait qui n'avaient pas d'idées, il y en avait d'autres qui avaient des idées très différentes de ce que pouvait être un PAT, et je pense que les PAT peuvent être très différents des autres, mais peut-être que collectivement mettre davantage de méthodes et d'objectifs à ce PAT nous aurait peut-être aidé à avancer un petit peu plus vite, mais bon. C'est pas non plus, ça c'est quand même pas si mal déroulé que ça. Ouais. Finalement, vraiment construire une vision partagée, quoi. On sache quel est le cap tous ensemble et on est là plus simplement, presque. Très bien, ça, c'est avec des recul. C'est quand on a une idée qu'on pense. Bon, mais voilà. C'est forcément, non, mais c'est ça que c'était un petit peu la question piège, on va dire. Écoutez, merci beaucoup à vous, pour ce témoignage. J'imagine que ça aura creusé la curiosité de ceux qui nous écoutent et vers lesquels on se tourne désormais. Donc, je vais poser. Il n'y a pas de questions présentes. Moi, j'en ai. Je me demandais, mais bon, on en a déjà un peu parlé, mais comment est-ce que s'articule le PAT avec les autres politiques du territoire, le projet de territoire? Vous avez parlé du SCOT aussi. Vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Leguet, du PCAET. Finalement, ça fait pas mal de feuilles de route, d'objectifs un peu. Comment est-ce qu'on essaie d'articuler tout ça? Comment est-ce que se fait la cohérence en interne dans vos structures? Je sais pas qui commencer par répondre. Alors, au niveau de la question des fonciers, au niveau du SCOT, la nécessité de cartographier un peu les zones agricoles s'impose quand même si on veut pas éventuellement l'urbanisation ou de loi l'en empêche. Hein. Mais nous, la cartographie a commencé à être faite en interne au niveau du PETR pour commencer à évaluer quand même les zones agricoles. Et ça s'impose quand même dans le SCOT d'identifier quand même des zones, donner déjà un schéma d'organisation. Voilà, en tous les cas, une idée. Donc finalement, le SCOT, c'est un peu ça permet d'avoir un élément de diagnostic pour construire le PAT, si je comprends ce que vous dites. Oui. Le PAT, c'est plus ou moins imposé à travers le SCOT. C'est ça. Et c'était le cas aussi, il me semble, chez le gars, vous m'avez dit que les éléments de diagnostic... C'est-à-dire que le territoire du PAT, c'est effectivement non pas imposé, mais enfin, trouver sa place, parce qu'on était territoire de SCOT, oui, je pense qu'il y a vraiment un lien logique. Après, nous, on pilote pas, en fait, si vous voulez. On a écrit collectivement un PAT, on s'est fixé les enjeux, un plan d'action. Ce plan d'action, il est réalisé, je sais pas, à 90% par d'autres maîtres d'ouvrage que le pays, et ils vont leur vie. Et ils s'inscrivent après, eux aussi, dans des logiques de projets de PCI, aussi, de projets de territoire, parce que tout le monde a construit son projet de territoire à partir du renouvellement de 2020. Donc il y a cette logique-là quand même de projet de territoire. Et l'idée c'est bien ça, c'est qu'on traverse 4 PCI, mais c'est une thématique qui est commune à l'ensemble de ces EPCI et qui va s'inscrire dans un projet de territoire, mais qui est propre à l'EPCI, avec des déclinaisons différentes. Après, on essaye d'articuler ça aussi avec des sources de financement, parce qu'il faut quand même aussi avoir ça en ligne de mire. Et donc, nous, dans notre propre logique Pays de Lille, on actualise avec la région
On travaille en ce moment, il est clair que ces thématiques-là sont présentes. On candidate au programme leader. Mais contractualiser avec la région, c'est le leader ou c'est Non, c'est la politique contractuelle. D'accord, ouais. Qui est pas encore signé, le renouvellement est pas encore fait, donc il se peut qu'il y ait des projets qui sont dans ce contrat-là et qui s'inscrivent dans le PAT, mais plus sûrement, je pense, du côté de la candidature leader. Encore la réponse sur l'acceptation ou non. Enfin, en tout cas, on a candidaté à leader FNR. Et là, on a un point fort sur les questions alimentaires et agricoles. Donc, on essaye d'avoir cette cohérence-là interne dans les différents programmes auxquels on candidate, par exemple, et après, sur les appels à projets éventuels qui sortiront. C'est sûr qu'effectivement, la cohérence se fait effectivement par la mutualisation de financement. On se dit, en fait, on répond, oui, dans la contractualisation, on va répondre sur le développement économique, mais on peut très bien répondre sur le développement économique agricole. Enfin, voilà, on peut préciser un peu les choses pour flécher les financements, pour que ça plus fluide, quoi. Et est-ce que c'est le cas pour vous aussi Oui, c'est le même cas aussi. Au niveau bien sûr que nos missions, elles vont aussi avec les financements. Et donc bien sûr, la région, on compte beaucoup sur eux, mais c'est aussi en lien avec l'activité économique. Enfin voilà, je rejoins complètement ce que dit mon collègue. Bon, je vois pas autre chose à rajouter, quoi. Donc, vous avez la contractualisation avec la région, vous avez l'IDER, vous avez le FEDER éventuellement. Oui. Vous avez aussi des financements via la labellisation que vous avez, PAT, pardon, que vous devriez avoir reçu, ou je sais pas comment ça fonctionne. Oui, c'est la participation de l'ingénierie. À l'ingénierie, d'accord. Et que vous espérez du coup avoir, j'imagine, après. Oui, là, on est en cours de construction, enfin de la demande. Et si j'ai Oui, c'est vrai, il y a une convention avec la DRAF, qui porte effectivement la labellisation PAT à l'échelle de la préfecture de région, de la région de l'Aquitaine. Par contre, on a aussi des financements qui sont arrivés par l'extérieur. Au niveau du défi foyer alimentation positive, du défi FAP, là c'est c'est le conseil départemental et agrobio. Non, je crois que, enfin voilà, c'est des financements spécifiques pour ce dispositif qui sont arrivés. Donc, qui nous permet de financer, Alice Rabatel, chargée de mission, qui anime uniquement ce défi. D'accord. Parce que vous, vous avez 2 chargés de mission. Enfin, oui. On en a. Liés au PAT. Oui, voilà. Enfin, Alice a été recrutée de par ses compétences professionnelles pour animer ce foyer, ce défi. Voilà. Mais après, dès que sa mission est terminée. Ok. Parce qu'effectivement, j'avais noté sur le site internet du PETR du Grand Libournais, je sais plus exactement si c'était dans le diagnostic du territoire ou pas, mais que ce territoire-là a été traversé par le croissant de la pauvreté. Oui. C'était le cas aussi. Oui. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant, effectivement, cet aspect santé qui était vraiment très très prégnant. Oui. Dans votre PAT, vous répondez par le défi foyer alimentation positive, par cette plateforme menée en concertation avec les médecins. Est-ce que vous pouvez nous rendre? Alors, c'est-à-dire que il y a un ressenti, médecins qui ont assisté à nos ateliers sont dans l'attente un peu d'une plateforme. Enfin, je dis une plateforme parce qu'on ne sait pas trop comment le formuler, mais de structures qui pourraient accueillir ces personnes qui sont malades liées à la dénutrition ou à de la malnutrition. Et ce besoin s'est vraiment fait ressentir. Donc ça, on l'a identifié. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas apporté la réponse parce que le temps passe vite et on a d'autres missions. Mais il y a ce besoin, il est réellement apparu, quoi. Ce volet santé sociale est vraiment apparu comme un besoin. Et peut-être de par la spécificité, effectivement, de ce territoire-là, oui, mais aussi peut-être de par la spécificité de votre territoire qui porte le contrat. Alors, je sais pas si c'est le contrat local de santé et le conseil local de santé mentale. Mais il y a les deux. Mais là, c'est à travers le contrat local de santé, on a chargé de mission, Manon avait assisté à toutes ces ateliers aussi, parce que justement, c'est vrai que c'était un peu transversal. Les ateliers ont un peu
En co-construction. Oui, voilà, c'était une co-construction, voilà. Okay. C'est sans doute ça aussi qui a permis de faire émerger cette idée de plateforme qui, ma foi, elle a vraiment vers la lune, donc c'est assez. Mais voilà, en gros, c'est qu'il y a ce besoin, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il fallait faire des choix. Et pour le moment, on n'a pas commencé à y travailler parce que voilà, on a d'autres sujets qui nous sont arrivés. On a aussi le sujet de la question de l'eau. On a commencé à réfléchir parce que ça, c'est pareil, c'est un sujet qui ouvre un peu comme le PAT beaucoup de portes. Mais c'est vrai que travailler sur la question du maraîchage, faut se poser déjà la question s'il y a la possibilité d'avoir de l'eau de surface. Parce que arroser avec l'eau du réseau, ça va pas être possible. Déjà en termes de coût, mais pas que. Donc, on a commencé à réfléchir avec le département. On a déjà eu le département a quand même un diagnostic. On a commencé à réfléchir comment réfléchir à quand même à cette question de l'eau parce que quand un maraîcher veut s'installer sur un secteur, aussi on peut faire venir un sourcier pour avoir de l'eau, mais les nappes quand même s'arrêtent pas aux limites d'une propriété. Et donc la question de l'eau, on l'a évoqué en bureau. Donc c'est un sujet qui est là. On a commencé à le travailler. C'est vrai qu'après quelques mois sans charger de mission, pour le coup, ça a fait débrayer sur pas mal de sujets aussi. Sujet important pour effectivement la diversification et le maraîchage, mais également avec le nouveau facteur avec lequel il faut composer, qui est le changement climatique, dont on a vu les conséquences cet été qui vont aller ne s'améliorant pas a priori. Donc il y a peu de chance, ouais. Donc effectivement, voilà, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut penser à tout ça, plus à cette nouvelle composante d'atténuation, d'adaptation, qui rajoute beaucoup de. Oui, parce qu'on voit qu'il y a ce besoin de maraîchage, mais il faut savoir qu'au niveau de l'agriculture, le maraîchage, c'est ce qui consomme le plus d'eau. Donc, du maraîchage, on ne pourra pas forcément faire partout, ne serait-ce que par la question de l'eau. Voilà. Donc, bon, voilà, c'est cette réflexion qui est là. Il y a une grosse prise de conscience. Bon. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, cet enjeu d'eau, de santé, c'est quelque chose qui assure, qui se retrouve sur pas mal de territoires, pour le coup, l'enjeu de l'eau, mais par exemple sur le PAT en construction du Grand Cubzalet, donc, aux alentours de Bordeaux en Gironde, eux aussi, ils ont décidé d'entrer par vraiment l'axe entrée eau, quoi, accès à l'eau. Ils travaillent avec l'agence de l'eau d'ailleurs là-dessus, qui les accompagne. Mais ce dont on se rend compte, et c'est ce que vous disiez, monsieur Leguet, tout à l'heure, c'est que finalement, que vous vouliez faire un PAT ou pas, ou une démarche alimentaire de territoire sans qu'elle soit forcément labellisée, à chaque fois, le plus important, c'est essayer quand même de faire de la transversalité, mais aussi surtout de partir des enjeux du territoire et d'y répondre. Parce que là, on voit, il y a des différences entre vos PAT. T'expliques tout simplement parce que vous n'êtes pas sur les mêmes territoires et qu'il n'y a pas les mêmes enjeux, et les mêmes histoires et les mêmes relations interpersonnelles. Enfin, ça qui compose vraiment, qui sont des facteurs importants dans la conduite de ces démarches. Et puis la question agricole, on a parlé tout à l'heure, mais la question de l'eau, c'est des sujets jusqu'à présent qui ne tracassaient personne. Je veux dire, la question de l'eau aujourd'hui, c'est des nouveaux sujets. Donc c'est vrai que il y a cette prise de conscience et puis véritablement des questions, quoi. Parce que quand même, cette année, plus que jamais, on en prend conscience. Ouais. Mais c'est des nouveaux sujets. Donc bon. Ouais. Alors, bon, je pense qu'on pourrait continuer à parler longuement parce que ces questions, elles sont loin d'être résolues demain, quoi. Mais si jamais ceux qui nous écoutent ont des questions à poser, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser directement votre question. Je pense voilà, comme il n'y en a pas forcément dans le chat, on peut fonctionner comme ça, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable aussi. N'hésitez pas. Une question. Catherine Corby, vous pouvez peut-être la poser directement en ouvrant votre micro, ça fonctionne. Oui, bonjour. Oui, je posais une question. Vous m'entendez? Non, je pense que c'est parce que le retour. Peut-être mon son n'est pas allumé. Ah, c'est possible. Là, c'est mieux, du coup. Non.
Au parler. Comme ça. Et c'est pas très bien. Donc, Nous, on vous entend pas. Je pense que peut-être que les autres spectateurs vous entendent. C'est ce qui s'est passé avec le micro de Benoît tout à l'heure. Bon, je vais poser la question alors directement. ok. Dans vos spots, avez-vous des ZAP, des zones agricoles protégées, ou PAEN, périmètre de protection renforcé qui s'applique aux zones A et N des PLU? C'est technique. Ouais, Alors, je sais pas si vous pouvez, J'avoue que vous m'entendez ou pas? Non. Je sais pas. Je pose les zones cette, agricoles protégées, nous, ouais. Mais Je pense qu'il y en a, hein, mais tout ce qui est en Natura 2000. pas forcément, pas forcément. plus large que ça, il suffit que Non, les patrimoines, ouais. c'est parce que vous avez parlé, je sais pas si vous m'entendez. Oui, alors là, j'avoue que dans la composition du SCOT, je sais pas. Mais bon, il y a les zones d'appellation, bien entendu. Et toutes les zones, je pense, qui sont protégées, les zones naturelles, les zones des sites qu'il faut, tout ce qui est en bord de rivière. Mais après, je C'est sais la pas. carte, la 32, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous Ouais. m'entendez pas, je vais essayer. Ouais, les SNIEF, ouais, il y en a quelques-unes SNIEF qui ne sont pas très contraignantes, qui sont la Natura 2000, par exemple. Ok. Attends. Alors, je vois que les... Voilà, c'est bon, je vous entends, pardon. voilà. Désolée, on ne s'entendait pas du tout depuis tout à l'heure, j'ai ces petits problèmes techniques de réponse. Allez-y, on vous entend, madame. Oui, je posais cette question parce que vous avez indiqué la nécessité, en fait, enfin, le lien entre le foncier et les projets, le lien avec justement le SCOT, le foncier pour accentuer la sensibilisation de la nécessité de la protection des terres agricoles. Et justement, c'est a priori des outils dont j'ai entendu parler dernièrement, qui sont vraiment en lien avec la possibilité d'inscrire dans les SCOT la préservation de terres agricoles à vocation nourricière. Donc, et je me demandais si déjà dans vos SCOT, vous aviez déjà intégré ce type d'outils pour justement aller dans la protection de ces terres agricoles pour faciliter les installations des maraîchers, etc., etc. Voilà. Mais a priori, non. Voilà. C'est-à-dire que le SCOT ne dessine pas, si je puis dire, des zones constructibles ou non constructibles. Le SCOT, il traite plus globalement de prescriptions en matière de zonage. Évidemment, il comptabilise un pourcentage limité de progression des zones constructibles, soit à vocation habitat, soit à vocation économique. Après, ce sont les pluies plutôt qui vont déterminer cette fois-ci à la parcelle et qui vont effectivement zoner les zones constructibles. Mais le SCOT, lui, ne cartographie pas de zones constructibles ou non constructibles. Il prescrit une quantité maximale qui était répartie par OPCI, par exemple, qui est répartie par tram, par zone de la trame qui a été définie dans le SCOT, mais ne cartographie. Voilà, on cartographie pas. C'est le travail du plus après, et de faire un travail à la personne. Ok. Merci. Sur ces outils de sanctuarisation du foncier, il y en a beaucoup. C'est assez technique. Vous pouvez aller vous référer au guide de Terre de Liens sur le foncier agricole. Il y a une nouvelle édition 2021 ou 2022 qui est, je pense 2022 du coup, mise à jour avec la loi climat et résilience et ce fameux sujet de la zéro artificialisation nette. Voilà, et Emmanuel va vous le mettre, pas bien le moment, vous le mettre dans le chat. Il est assez bien fait et je pense que si vous ne l'avez pas encore consulté, vous trouverez pas mal de ressources sur ce sujet précis. Et je crois qu'il y a monsieur... Après, je vais juste compléter ma réponse puisque Madame posait la question avec l'idée de
voir comment est-ce qu'on pouvait préserver du foncier pour l'agriculture, si j'ai bien compris le sens de la question. Il faut bien voir quand même que la perte de terres agricoles, c'est vrai en Dordogne, je pense c'est vrai en Gironde, c'est vrai dans la France entière, elle a deux principales raisons. Mais la première d'entre elles, c'est le retour à la friche. C'est pas l'artificialisation. L'artificialisation vient en deuxième et c'est un facteur important de disparition de terres agricoles. Mais en premier, c'est là. Donc moi je pense quand même que globalement, on a davantage un problème humain qu'un problème de foncier. Parce que les terres maraîchères, il faut les préserver, bien entendu. Mais après, qui va les travailler, qui va produire, et qui va produire de manière aussi efficace pour que il y ait suffisamment de fruits et légumes sur un territoire. La question, elle est plutôt là. Qui va travailler les terres? Qui va devenir paysan demain? Bon, la question des terres est importante. Je veux pas la négliger. Mais encore une fois, la première cause de disparition des terres agricoles, c'est le retour à la friche, c'est-à-dire l'abandon de terres agricoles. Alors, évidemment, c'est les moins bonnes qui sont abandonnées, mais quand même, ça veut bien dire qu'il y a quand même des prises humaines peut-être plus importantes et plus difficiles à solutionner que la déprise foncière. Eh bien, allez-y, si la personne peut prendre monsieur la parole. Oui, bonjour. Bruno Pudupas, je suis sur le territoire Vienne-et-Gartempe, c'est dans le sud du 86 de la Vienne. Donc, on a une information par rapport à une évolution de la loi Egalim, donc qui concerne les cantines et la restauration hors domicile. Ça ouvre la porte aux acheteurs pour faire rentrer dans le panel Egalim des produits locaux non labellisés. Et je voulais savoir si vous aviez déjà eu des réflexions là-dessus. Nous, on a commencé à réfléchir. C'est vraiment un début de réflexion. Pourquoi pas une estampille enfin, je sais pas quelle serait la formule la plus adaptée, mais une estampille, une marque locale, je sais pas, pour ces produits, parce qu'on a pas mal d'agris qui veulent pas sauter le pas de la labellisation, qu'elle soit bio ou autre label, parce que ce sont des contraintes pour eux. Donc voilà, savoir si de votre côté vous aviez eu une réflexion là-dessus, ou d'autres territoires de gens qui suivent les échanges ce matin. Ok, comme valoriser dans les cantines le local, mais pas forcément les sites de qualité, quoi. Nous, on a eu la réflexion au sein des ateliers. Donc, mais c'est pour ça qu'on a envie de créer, c'est vrai, ce lien entre maraîchers, de trouver une boîte à outils où pourront se renseigner, enfin pourront voir ceux qui ont envie, enfin les restaurations collectives pourraient avoir les interlocuteurs pour se fournir. Et on voit que c'est donc et c'est vrai qu'au niveau des labels, au niveau de la labellisation, on a aussi beaucoup rencontré, c'est vrai, ce problème d'agriculteurs qui ne veulent pas rentrer dans la labellisation par les contraintes administratives, qui font déjà un travail très respectueux de l'environnement, très respectueux de la nature, mais qui n'ont pas envie de se lancer dans le label parce que c'est trop contraignant en termes sur le plan administratif. Voilà. Donc après, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la commercialisation et l'achat vient aussi avec la confiance. Je pense que les acheteurs prennent confiance dans leurs fournisseurs, et label ou pas label. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il y a une attention particulière à la consommation de produits locaux. Donc ce besoin de mise en réseau, mais les labels, en fin de compte, on se rend compte que c'est pas forcément attendu. Bien sûr qu'il y en a, mais et d'ailleurs ça a été dit aux informations récemment, il y a 2-3 jours justement, que lors des informations, ils en ont fait part, que le label n'était pas forcément attendu de la part des consommateurs au sens large du terme, mais plutôt une prise de conscience de consommer des fruits et légumes de saison et locaux. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça a été, bien avant que la loi Egalim n'évolue, ça a été un sujet de discussion fort dans nos ateliers. C'est-à-dire que il y a les tenants des labels, et on peut comprendre leur position, à savoir qu'il y a un engagement des agriculteurs à respecter un cahier des charges,
que ce soit un cahier des charges label, AOP ou bio, et que cet effort, on ne peut pas le galvauder en disant oui, le voisin il s'est pas engagé, mais il fait pareil. Alors qu'en réalité, il y a quand même un effort. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai qu'il y a tout un tas de produits locaux. Alors, c'est beaucoup, on a beaucoup discuté, nous, autour de la définition dans les ateliers sur produits locaux. Qu'est-ce que c'est qu'un produit local? Parce que, on a dit comme une forme de butade, quand je suis en plein milieu des groupes d'Armor, le produit local, c'est du porc industriel. Donc, voilà, c'est rare, mais voilà. Et je crois, et après, alors nous, en Dordogne, on a beaucoup d'appellations, d'AOP, d'AOC, de label, et effectivement, je pense qu'il faut aussi les valoriser. Donc, en fait, de ces discussions-là, l'intérêt, ça a été de discuter, mais il n'en est pas ressorti de définition, enfin de cap ferme, sauf qu'on s'est dit, voilà, nous, dans notre PAT, on veut inciter les gens à aller vers des produits qui s'approchent de plus en plus du bio, quand même, et des produits le plus local possible, c'est-à-dire qu'on élargit les cercles concentriques. Voilà, quelqu'un, un agent de cantine cherche un produit, il regarde où est-ce qu'il peut le trouver sur sa commune. S'il ne trouve pas sur sa commune, il regarde ailleurs. En fait, au plus proche, on peut le trouver. Il y a des produits qu'on peut trouver que dans le département. Finalement, c'est loin, mais bon, ça reste le département, c'est quand même. Donc voilà un peu comment on a. Donc on n'a pas donné de consignes particulières. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que nous, dans nos formations de cuisiniers, on essaye de former les cuisiniers et les cuisinières à travailler le produit brut, qu'il soit bio ou pas bio. On essaye d'inciter à ce que ce soit bio, effectivement, mais à travailler le produit brut, de manière à cuisiner tout simplement, et à pas utiliser des produits qui sont issus de l'agroalimentaire. C'est plutôt notre première volonté. Mais on arrive à combiner les deux. Moi, je peux quand même donner l'exemple de ma commune. Ça fait quand même quelques années qu'on a formé la cuisinière et qu'on est écocerte. On est écocerte niveau 2. Et ça, je trouve ça pas mal. Parce que c'est 40% de produits bio, mais en même temps, sur ma commune, moi, j'ai plein d'agriculteurs. Et tous les vendredis, c'est le repas des producteurs. Donc, tous les vendredis, elle confectionne un menu qui est fait uniquement à partir de produits d'agriculteurs de Foulex. Et je trouve qu'il y en a aucun en bio. Mais voilà. Donc, la combinaison des deux me semble pas mal, quand même. Mais c'est vrai que c'est un peu souvent le souci des producteurs locaux en fait, ça dépend de la taille de l'établissement. C'est-à-dire que je pense que les petites cantines qui achètent en gré à gré, comme vous dites, c'est de l'interpersonnel, je connais le producteur du coin, c'est plus facile d'aller, enfin, plus facile. Il faut déjà faire la démarche, mais on peut le faire, entre guillemets, plus facilement. Tandis que quand on va commencer à faire des marchés publics, faire des cahiers des charges, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les petits producteurs de répondre, parce que il y a peut-être un enjeu de c'est plus compliqué de répondre, mais en tous les cas, l'existence d'un label, quel qu'il soit, se justifie davantage quand on est dans un système d'approvisionnement éloigné, qui éloigne le consommateur du producteur, que le consommateur soit une cantine, une restauration hors domicile ou des ménages. Plus on s'éloigne en distance, plus le label se justifie parce qu'il garantit de manière indépendante un cahier des charges et il n'y a pas besoin d'aller voir sur la ferme, alors que quand on est proche, et quand le consommateur, qu'il soit une petite cantine, qu'il soit un ménage, est proche, connaît l'agriculteur, va acheter ses produits à la ferme, effectivement, ce consommateur-là se moque un peu du label, puisqu'il peut constater de lui-même comment c'est produit. C'est quand il y a l'éloignement, donc quand on va parler de restauration au niveau d'un collège, au niveau d'un lycée, si on parle de restauration collective, là, peut-être que les labels se justifient davantage, parce que c'est plus compliqué, tout simplement, de connaître les producteurs. Et au travers du label, on a l'assurance du respect d'un cahier des charges. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole pour exprimer une question? On n'a pas spécialement dans le chat, mais peut-être que certains veulent directement la poser à l'oral. Non. Alors, du coup, ouais, si vous voulez bien prendre 5 minutes encore
on va vous proposer un petit sondage qui prend vraiment 2 minutes à remplir. Sur les poursuites de ce réseau, si ce genre de webinaire en tant qu'élu vous intéresse, s'il faut penser à d'autres formats, enfin voilà, je vais pas tout dévoiler à l'oral, mais Maïwen vous met le lien dans le chat, il est peut-être même déjà mis, il est déjà mis, merci Maïwen, et vous pouvez le remplir, prendre 2-3 minutes pour le remplir, et si déjà il y a des personnes qui ont des idées sur comment est-ce que vous aimeriez que PQNA vous accompagne en tant qu'élu pour travailler sur ces questions, vous pouvez prendre la parole. Sinon, vous pouvez prendre le temps de répondre au questionnaire qui vous donnera peut-être un peu des idées et ensuite de prendre la parole. Voilà, donc voilà. N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour le son est ok. Vous aussi, si vous avez des idées d'ailleurs. C'est gratuit. Peut-être je voyais mon truc. Et si vous avez d'autres questions qui reviennent par rapport à ce qui a été dit précédemment, on a un peu de temps encore là pour vous écouter. Donc, n'hésitez pas surtout à revenir sur les échanges. D'accord. Si vous avez peut-être d'autres questions. Bah, c'est les gens, en fait, on va pas les solliciter à la fois les oreilles et à la fois. Est-ce que vous avez l'occasion de rencontrer d'autres élus sur le sujet? Ou est-ce que vous êtes directement impliqué dans votre projet sans forcément consulter d'autres Dans le cas du PAT? Ouais. Oh, ben non, on est bien sûr qu'on se concerte avec, par l'objet de rencontres, avec les autres élus, oui, avec les autres élus, même en territoire. Et moi, j'ai rencontré le PETR du Cœur entre deux mers, enfin, pour avoir des retours d'expérience. C'est aussi, je pense, notre rôle. Les problématiques ne s'arrêtent pas aux barrières administratives. Donc, c'est bien aussi d'avoir un peu l'avis des territoires voisins, peut-être des fois mûrir la réflexion un peu plus largement aussi. Oui. Il y a une coopération avec le militaire de Tramontagne. Oui, voilà. Oui. D'accord. Parce qu'on m'a dit qu'il y a 4 ou 5 territoires qui le lancent là en Nouvelle-Aquitaine, je crois. Enfin, qui l'ont. Oui. Alors, le Cœur entre deux mers, vous devez être à la fin. Oui. Ils l'ont terminé, là. Et nous, on va le faire, je crois. Ouais. On va le faire. Bon, je pense que c'est le Cœur entre deux mers, c'est la 2e année qu'ils le font. Ils l'avaient déjà fait l'an dernier. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour répondre justement à l'attente. Ça répond à une attente, voilà. Sur le plan médical, bien sûr, mais pas que, aussi économique. Après, ça crée du lien aussi. Ça permet aux gens de se connaître, parce que comme on répertorie des familles, bien entendu volontaires, mais d'un territoire, ça permet aux gens de se connaître et de se côtoyer. Moi, j'ai été très étonnée lors du lancement. On avait fait ça au Moulin de Porchère et sur le France AD, tout de suite, ils ont créé une application WhatsApp pour échanger des retours d'expérience, des idées de recettes, des bonnes. Bon, mais voilà, je pense que rien que ça déjà, c'est bénéfique. Et dans l'espoir que ça soit un grand succès et qu'on puisse le réitérer aussi, parce que je pense que il a fallu le lancer pour que déjà ça donne de l'envie. Et j'ose espérer que l'année prochaine on pourra réitérer. Pour le tout, c'est d'arriver à diffuser et puis à former de plus en plus, de sensibiliser à cette cause alimentaire. Et puis donc pour la consommation de produits locaux, mais aussi redonner le goût de cuisiner et de bien manger sans forcément chercher des complications dans la cuisine. C'est vrai que voilà. Après, je voulais revenir, là, c'est quelque chose qui me revient. Tout à l'heure, bien sûr, la question du foncier, mais moi, c'est la question aussi de remettre des agriculteurs dans les terres. Et c'est vrai que ça, c'est une réflexion, moi, que j'ai commencé à avoir parce que les orientations se font au niveau des collèges, hein. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, on a la chance d'avoir le collège de Guitte qui achète beaucoup de produits locaux pour cuisiner. C'est une cuisine qui est faite sur place. Et ma réflexion a été la suivante, c'est que si les enfants mangent bien, peut-être qu'ils seront tentés d'avoir envie de produire. Et donc j'ai commencé ce travail avec le responsable
du centre d'orientation avec le CIO. J'ai rencontré aussi la mission locale et le PLI qui serait aussi dans l'attente d'agriculteurs qui pourraient prendre en stage des jeunes pour leur donner peut-être le goût à produire. Et eux aussi, pareil, ont des attentes là-dessus. Parce que et je pense que la déperdition des métiers agricoles, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas assez sensibilisé. Enfin, on a passé une époque où, quand on partait agriculteur, c'était le plus mauvais de la famille qui partait faire l'agriculture, qui reprenait la propriété, quoi. Je veux dire, on a dévalué ces métiers au même titre qu'on a dévalué les métiers du bâtiment. Aujourd'hui, et bien, on est en train de le payer et tout. Alors, peut-être cuisinier en restauration collective, comme vous disiez tout à l'heure, en cuisinière, il y a un vrai enjeu de revalorisation de ces professions. Oui. Il y a un véritable enjeu. Alors, c'est vrai qu'après, les conditions climatiques, quand on ouvre la télé, on voit des agriculteurs qui pleurent tous les jours, ça donne pas envie non plus. Alors qu'il y en a plein qui rigolent tous les jours. Mais il y en a plein qui rigolent. Je pense que après, c'est vrai que pour le coup, sur le plan médiatique, il y a quoi faire. Parce qu'on montre, mais globalement, on montre que les aspects négatifs. Oui. Mais on montre jamais ce qui va bien. Heureusement, il y a des choses qui vont bien, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il faut absolument revaloriser ces métiers-là. Notamment parce que quand j'ai rencontré ces chargés de mission au niveau de la mission locale et du PLI, quand ils ont des jeunes qui sont un peu en déshérence, je dirais légèrement en déshérence, des fois des métiers agricoles, mais pas fort, parce que nous ici localement on a que la viticulture. Alors la viticulture, c'est un pied de vigne, ça respire. Mais au jour d'aujourd'hui, ils seraient dans l'attente d'éleveurs pour envoyer ces jeunes en stage, parce que quand tu travailles au contact des animaux, il y a quand même un aspect vivant. Et des fois, pour redonner goût à rentrer dans la vie active, et ben l'élevage peut être un vecteur. Et donc c'est pareil, c'est un travail que j'ai dans la tête, hein, de peut-être leur offrir cette possibilité de trouver des exploitations. Ça, c'est un travail que je leur engager avec le champ agriculture, bien entendu. Mais peut-être ils aimeraient bien eux avoir un répertoire d'agriculteurs qui pourraient prendre momentanément des jeunes en stage et puis peut-être susciter des vocations. Hein. Je pense que et puis c'est super aussi. Pareil à penser la transmission. Mais voilà. Mais c'est ça, parce qu'après la transmission, c'est vrai qu'il va y avoir une grosse vague là qui va partir à la retraite en même temps, dans une dizaine d'années. Bon, mais c'est vrai que la transmission, elle peut se faire par différents biais. Ça peut être une transmission brutale, mais ça peut peut-être être aussi un jeune qui va aller en stage dans une exploitation, et puis petit à petit, c'est un parrainage, on appelle ça un parrainage, on appelle comme on veut, mais ça peut être aussi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut se priver d'aucune possibilité d'offrir une transmission aux exploitations. Et c'est maintenant qu'il faut faire ce travail. Peut-être dans les nouveaux modèles, pas encore imaginé. Voilà. Voilà, peut-être un forme de scope, peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas, je sais pas ce qu'on, les profils des gens qui souhaitent s'installer sur vos territoires, mais c'est vrai que de plus en plus, les jeunes qui s'installent, enfin, ça dépend d'où ils viennent, mais Et les moins jeunes. certains et nos jeunes, ils préfèrent s'installer en collectif, ce qui est pas forcément, pas tous, c'est pour ça que je dis ça dépend des profils, mais ce qui est pas forcément comment dire, le cas de figure qui existait, qui était majoritaire jusqu'à l'heure actuelle, quoi. Donc, voilà, c'est des nouveaux schémas à penser, mais oui, comme je pas, enfin. Non, enfin, ouais, ils sont quand même c'est des projets personnels, quelquefois des projets de vie. Oui. Et donc, ils s'accommodent peu, justement, de démarches collectives. Et qui s'accommodent peu également, et ça, c'est un problème, de reprendre une ferme existante ou de s'insérer même dans une ferme existante. Il y a beaucoup d'exploitations agricoles sociétaires, GAEC, qui recherchent des associés parce qu'un des membres du GAEC part à la retraite, tout simplement. On est 3, il y en a un qui part à la retraite, on en cherche un pour le remplacer. Et les porteurs de projets que nous avons, en tout cas en Dordogne, s'accommodent peu de ce genre de situation parce que finalement, ils prennent la suite, même s'ils ont la capacité peut-être d'apporter leur petite touche, mais ils sont pas, c'est pas leur projet, c'est pas, bon. Ça, il y a de ce point de vue-là, il y a un décalage. Et puis, il y a beaucoup de projets qui sont quand même des projets, c'est un peu logique, autour de petites structures, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de capitaux à investir dedans, et que pour reprendre une ferme, on va dire classique, avec des céréales, de l'élevage,
on a tout de suite plusieurs dizaines d'hectares, on achète pour reprendre, on a des bâtiments à reprendre, et tout de suite, ça monte l'investissement. Donc voilà, il y a vraiment, il y a un enjeu, c'est pas forcément la solution. Mais justement, il y aurait davantage de démarches collectives. C'est davantage possible de reprendre une grosse ferme à plusieurs. Alors, il y a quelques exemples. Nous, on a quelques exemples, notamment qui ont été portés par Terre de Bien. 3 agriculteurs ont repris une structure de plusieurs dizaines d'hectares avec des bâtiments et tout. Mais chacun ayant sa propre entité juridique. Voilà. Et ça a l'air de bien fonctionner. Mais bon, c'est à la marche quand même. C'est plutôt, voilà, je veux m'installer, je veux être maraîcher. Alors, maraîcher, il y en a elle. Et ces gens-là ne passent pas, vous parliez, Fabienne, des collèges où on peut sensibiliser. Justement, ces gens-là, ils ont fait autre chose avant. Ils viennent donc dans la conversion. Voilà. Et donc, c'est vrai que là, il y a une modification, mais là, on va à l'encontre de notre société de consommation et de confort de masse en revalorisant ces métiers-là. Et c'est vrai que les plombiers manquent aussi d'employés, les maçons. Voilà. Et on est dans une société qui a dévalorisé depuis des années les métiers. Voilà, c'est les plus mauvais élèves, entre guillemets, du collège, à qui on propose des CAP, des BEP, à qui on propose l'agricole. Je suis bien passé pour savoir. À une époque, on parlait de la seconde agricole. C'était la même que la seconde générale. On disait la seconde agricole au lycée agricole. Et on a dévalorisé ces métiers-là. Et si on fait un sondage chez les gamins de troisième, qui veut être paysan, qui veut être maçon, qui veut être menuisier, pas un seul qui va répondre. C'est dramatique. Alors que c'est des métiers qui peuvent amener un certain épanouissement. C'est des métiers dans lesquels on peut gagner sa vie très correctement. Voilà, et c'est des métiers qui sont non délocalisables. Voilà, qui seront jamais remplacés par un ordinateur, un plombier, à part une fuite, enfin, je sais pas, ou alors. Voilà. Voilà. Donc, donc, il y a un enjeu, je sais pas plus comment y arriver, parce qu'il n'y a pas que les enfants qu'il faut sensibiliser, il faut aussi les parents aussi, parce que les parents, voilà, s'il va à l'école agricole, c'est un échec, c'est un BEP, c'est un échec, enfin, c'est dramatique. Ouais. Moi, quand j'en ai parlé au responsable du CEO, j'ai vu quelqu'un de très intéressé. Ouais. J'ai vu quelqu'un de très intéressé par le sujet, parce que quand même les conseillers d'orientation au collège, moi je l'ai même vécu, hein, et quand les parents, même des fois des parents voulaient envoyer leurs enfants en école d'agriculture, ah mais non, il faut pas l'envoyer parce que à le niveau va partir en seconde. Ouais, moi j'ai vécu. Hein. Donc je vais dire déjà ma génération, les conseillers d'orientation dans les collèges, ils déconseillaient d'envoyer dans des écoles agricoles. Et là, au jour d'aujourd'hui, le retour que j'ai, il n'était pas celui-là. Donc, bon, ça change quand même. Ouais, ça change. Il y a cette prise de conscience quand même au sens large. Oui. Bon, je sais pas si certaines personnes vont poser des suggestions pour la suite du réseau ou pas. Est-ce que quelqu'un va prendre la parole pour par rapport au formulaire que vous avez rempli? Si. Je pense que c'est intéressant de rencontrer peut-être différemment, peut-être plutôt atelier participatif ou en présentiel, en distanciel, enfin vraiment là, ne brisez pas votre créativité, on est là pour prendre vos idées et vos besoins. Et sinon, bon, si vous n'avez pas de l'opportunité pour prendre la parole, on reprendra vos questionnaires que vous avez pu remplir. Et voilà. Écoutez, merci à nous deux, merci Fabienne Crière, merci Emmanuel Leguet d'avoir bien pu témoigner pour vos pairs élus. On vous dira, on reviendra vers vous pour la suite en fonction de vos réponses, c'est ce que Pétiana sera en mesure de vous proposer. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Merci de votre plaisir.